mais le programme est très chargé pour l'après-midi, avec deux phases. Une phase où nous allons revenir sur les données en vie réelle et utilisation pour la recherche clinique, jusqu'à environ 16 heures. Il y aura une petite pause et à 16h30, je ne serai plus avec vous, mais je passerai le relais avec plaisir aux jeunes chirurgiens pour le Conseil national des jeunes chirurgiens. Et là, on sera sur une séquence. D'ailleurs, dans le programme, c'est tronqué. Il manque la thématique 2. On voit la thématique 1, la 3, il manque la 2. Donc, ce sera la surprise. Et pour attaquer cette séquence sur les données en vie réelle, on écoute Albert-Claude Benamou de l'Académie de chirurgie. Il faudrait mettre mon support de présentation. C'est pas ça. Il n'y a qu'une slide. Il y a un diaporama. Mais avant d'avoir des supports visuels, je veux d'abord vous remercier d'être nombreux à cette réunion extraordinaire. Chirurgie 4.0, ça a été un festival depuis avant-hier au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et puis entre nous depuis ces 2 jours. Je ne sais pas le ressenti que vous avez, mais moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de naître, une volonté extraordinaire de participer tous, chacun avec nos casquettes, à cette transformation digitale de l'écosystème chirurgical auquel on ne peut pas échapper. Et le mois dernier, l'Académie avait initié un premier grand colloque de 48 heures au ministère de l'Enseignement supérieur sur le thème des rencontres internationales de la chirurgie francophone. Et le thème, c'était comment acculturer et former les opérateurs à l'ère de la chirurgie augmentée. C'était une réunion de nature très universitaire avec la conférence des doyens des facultés de médecine, l'ensemble des écoles de chirurgie françaises, et comment aujourd'hui on transmet nos savoirs, savoir-faire, savoir-être, savoir soigner, savoir guérir, et savoir se comporter et partager. Et le sujet, c'était véritablement de trouver ensemble les formules qui permettent l'acculturation, et ce thème d'acculturation est revenu très souvent hier et aujourd'hui dans les propos des uns et des autres, pour dire que c'est un problème d'abord de mobilisation intellectuelle, d'acceptation de la transformation et la capacité de s'y plonger résolument en mesurant à la fois tous les effets positifs, mais également les dangers, les risques. Et nous, en tant qu'Académie nationale de chirurgie, notre sujet, c'est de garantir l'éthique médicale, la sécurité des patients, le service aux patients. Et donc ça, c'est véritablement le message. Aussi important soit la transformation technologique, il faut absolument garder ça comme valeur qui nous motive et qui nous mobilise. Alors, la chirurgie 4.0, c'était autre chose, c'était l'idée de mobiliser l'écosystème qui crée les conditions de la transformation digitale. Et l'écosystème, c'est qui? Ce sont les acteurs. Ce sont d'abord les professionnels, les chirurgiens, les opérateurs, ceux qui créent les actes, ceux qui les réalisent, ceux qui ont l'idée de les réaliser, ceux qui ont besoin d'imaginer, d'avoir des outils nouveaux, des systèmes d'organisation, de remboursement, de travail. Et ils ont besoin de quoi pour mettre au point leurs idées nouvelles? Ils ont besoin des industriels. Les industriels, s'ils ne sont pas là, s'ils ne participent pas à cette volonté d'innovation, et effectivement, les équipes arrêtent assez vite et il faut absolument qu'ils trouvent les moyens d'être soutenus par le monde industriel. Mais le monde industriel a besoin d'être soutenu. Et il ne travaille pas sans retour sur investissement. Il agit à condition d'être sûr au moins d'un investissement avec une perspective de retour sur investissement. Et ça, c'est fondamental. Et notre culture de professionnels de santé, elle est un peu différente de celle des industriels et on a besoin de s'acculturer ensemble. Et par ailleurs, ceux qui sont a priori ceux qui doivent répondre à la demande que nous créons, ce sont les autorités. Ce sont les autorités du pays, le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ceux qui fournissent les fonds. Et c'est pas pour rien que à la séance institutionnelle, il y avait le secrétaire général pour l'investissement du plan France 2030.
c'est-à-dire 53 milliards d'euros dédiés à l'innovation, tous azimuts, dont 7 milliards d'euros dédiés à l'innovation en santé. Alors évidemment, alors, diapositive qui avance, c'est le gros bouton vert. Vers là-bas, voilà, ça avance. Peut-être que ce serait mieux si ça... Ah voilà, pardon. Alors je recule, comme ça. Voilà. Alors, pour mettre au point la chirurgie 4.0, on va voir que dans le programme du secrétariat général pour l'investissement, la diapositive en haut à droite, là, c'est un plan pour répondre aux défis de l'innovation. Et pour répondre aux défis de l'innovation, il y a une cartographie des acteurs français de l'écosystème qui est impressionnante par sa diversité et le nombre de structures et de personnes qui doivent agir ensemble, a priori, pour permettre cette transformation. Et il y a au premier rang desquels, vous voyez, le SGPI a mis les industriels. Les industriels de la medtech, c'est 1400 entreprises. Et c'est plutôt, en général, plutôt des entreprises de moyenne importance, les TPE ou des PME. Et les gros groupes industriels, on a eu quelques-uns qui sont arrivés, Medtronic, J&J, etc. C'est important qu'ils soient là, mais on sait qu'ils ne représentent pas l'ensemble de l'écosystème. Et eux, chaque structure a évidemment ses systèmes d'investissement, ses manières de faire. Et on a besoin donc de comprendre comment ils fonctionnent. Et on a vu tout à l'heure, avec J&J pour les data, que quand ils veulent bien investir dans les registres, mais à condition que le système leur permette d'avoir un retour sur investissement. Et si on leur dit, ben non, vous avez aidé, mais en même temps, vous n'avez pas le droit d'y aller. Vous n'avez pas le droit de vous en servir. Donc c'est complètement... Alors on va tomber sur pas mal d'incohérences et de difficultés et de murs, malheureusement, qu'il faut encore essayer d'abattre. Et puis après, il y a les associations professionnelles de santé, les fédérations. Et c'est pas pour rien qu'on a invité Olivier Goëau-Brissonnière, qui représente la Fédération des spécialités médicales. Et on a vu son rôle majeur pour l'apparition des registres par spécialité, par grande spécialité. Et finalement, ce qu'il nous a finalement fait comprendre, c'est que il a réussi, avec beaucoup de difficultés, un gros investissement personnel et structurel pour qu'on dise, mais ces registres sont obligatoires. Vous ne pouvez pas faire des remplacements, des TAVI en chirurgie aortique, en interventionnelle, sans entrer dans un registre. C'est interdit, il faut le faire. Il faut alimenter la base de données. C'est une obligation. Et cette obligation, c'est une transformation de l'exercice professionnel. Si vous ne mettez pas vos datas dans le registre, ben vous êtes à côté de la plaque. Vous n'êtes pas dans le système de la chirurgie 4.0. Je ne vais pas égrener tout le monde, mais il y a les organismes de recherche, les pôles de compétitivité. C'est pas pour rien qu'on travaille aujourd'hui pour ce congrès depuis 2 ans, 3 ans avec Medicène. C'est les pôles de compétitivité qui nous ont appris à connaître l'écosystème de la medtech avec laquelle on veut travailler. Et puis, il y a les sociétés savantes, les SAT, les fameuses SAT, sociétés d'accélération du transfert en technologie, les accélérateurs, les incubateurs, évidemment, l'argent. Alors, je vais parler un tout petit peu d'argent. Il ne faut jamais parler d'argent, mais si, on parle d'argent obligatoirement. Et puis, les établissements de santé, c'est pas pour rien aussi qu'on avait la fédération, la FHF et la fédération privée qui sont venus nous parler pour nous dire, voilà, nous, quand on doit équiper nos centres avec pourquoi pas tel robot, mais comment je le paye et qui le paye et comment ça s'intègre à mon business plan, comment je fais et quel retour sur investissement je vais avoir. Est-ce que c'est dans la nomenclature, les actes que vous allez faire avec les robots? Est-ce qu'ils sont calculés? Est-ce qu'ils sont financés? Comment? Eh bien, on a vu qu'il y a beaucoup... Et François Richard était là pour nous dire à quel point, aujourd'hui, l'administration paye sans savoir ce qu'elle paye. Et il nous l'a dit en tant que représentant officiel du HCN, il nous dit des choses que l'administration au-dessus devrait entendre, parce que c'est quand même un paradoxe qu'on soit amené à payer des actes sans savoir à quoi c'est exactement ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on ignore l'innovation, on ne paye pas l'innovation, on paye des actes supposés réalisés et on ne sait pas exactement après en tirer bénéfice pour dire on a peut-être fait une économie en matière de retour sur investissement.
Voilà, donc, et après, il y a encore les organismes de certification. Alors, ce petit diaporama, c'est juste pour aussi vous montrer, alors, sur l'intelligence artificielle, puisque c'était un peu le thème sur lequel je voulais intervenir, simplement, réfléchissez sur le niveau d'investissement nécessaire en milliards de dollars pour l'IA en santé. Au niveau mondial, c'est 150 milliards de dollars pour 2030. Quand vous réfléchissez à la feuille de route de l'AIS sur l'IA en santé, en particulier sur la chirurgie robotique connectée, je n'ose dire les chiffres, c'est de l'ordre au mieux de 400 millions d'euros. Quand on voit que l'équipe de Surgard, qui est un fleuron de la recherche en réalité augmentée pour la chirurgie assistée par ordinateur, eh bien, ils ont réussi avec du mal, avec des dossiers compliqués à réaliser, etc. Une entreprise clermontoise, un collègue de Clermont, petite ville, mais ils ont une idée géniale, ils veulent aller là-dedans. Ils ont réussi à lever 11 millions d'euros de la BPI. Formidable, c'est un succès. Mais comparé au niveau d'investissement mondial dans le domaine de l'IA en chirurgie, on voit bien qu'on est probablement un peu loin de ce qu'on doit chercher. Alors, là, après, vous êtes tous des convaincus. On voit bien que l'IA en chirurgie, eh bien, c'est une ère nouvelle. C'est un œil du chirurgien augmenté, c'est une main augmentée avec tous les outils robotisés, assistés par l'IA, et bien sûr, au cœur du système, c'est le cerveau. C'est les milliards de neurones et de data sur lesquels on va pouvoir enfin extraire des données que le cerveau humain, tout seul, il n'est pas aujourd'hui complètement adapté. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec de l'IA? Quels sont les domaines de développement? Eh bien, c'est analyser, reconnaître, prédire, automatiser, aider au diagnostic et aux actes opératoires, stratifier les risques et prédire les résultats. Voilà les missions qu'on a, ce qu'on attend de l'IA. Et tout ceci se passe par quoi? Par l'ère du big data. Donc, ça veut dire les milliards de données. En France, les Health Data Hub, c'est, quand on compare aux États-Unis, les plateformes de data, c'est environ, en santé, c'est autour de 3000 plateformes. En France, 250 plateformes, dont la nationale, la HDH, c'est-à-dire à peine un dixième de ce qui se passe dans un grand pays dédié à l'IA. Bien sûr, les algorithmes, alors on a tous compris que les algorithmes, ça coûte. Personne ne parle du coût des algorithmes. Et ça, c'est un truc, notre ami Lukács, il nous en a parlé, il a dit c'est important. Choisir un bon algorithme, c'est être capable finalement de dire des choses intelligentes, alors qu'un algorithme nul, qu'on va payer parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ignore. On paye des choses qu'on ignore. Et donc, on est mené par le bout du nez par des brokers qui vous vendent des trucs. Et c'est un peu ça le sujet sur lequel il faut absolument éviter de tomber le piège. Machine learning, simulation synthétique, tout le monde, on a parlé beaucoup pour l'éducation des futurs chirurgiens, à l'importance de la simulation, et en particulier in silico, aussi bien pour les registres, pour tout se passe au travers des jumeaux numériques et bien sûr des clones virtuels et de ce qu'on a vu, des applications au travers de la réalité virtuelle. Alors juste cette slide, simplement pour signaler, vous voyez le niveau des centres, des plateformes de data américaines, 2750, en France, 264. Vous voyez, on est quand même en bas de la file, et même des pays européens comme l'Allemagne, ils sont plus avancés que nous. On voit que la Chine va se développer dans ces domaines. Je vais terminer assez rapidement. Simplement, on a une volonté gouvernementale, mais il faut l'accompagner, il faut pousser, parce qu'on aura les financements à condition que nous soyons tous ensemble. Alors la BPI nous incite, au travers de ces messages, exploiter la puissance de vos données. Merci, Madame la BPI. On va essayer d'y aller. Et ça, c'est simplement pour vous rappeler ce qu'il y a dans le rapport du BPI. C'est 4 milliards d'euros dans le monde en 2020, mais il se trompe parce que c'est 25 milliards d'euros en 2024, et c'est 150 milliards d'euros pour l'IA en 2030. Voilà. Alors après, les objectifs, je vais passer assez vite sur tous ces éléments, mais il faut savoir que
voilà, je pense qu'il faut, il y a quand même de très belles pépites en France. Je vais pris comme ça par plaisir sur Gare, parce que c'est quand même assez génial qu'une petite boîte provinciale se retrouve finalement tête de file dans un domaine qui nous intéresse tous, c'est-à-dire la réalité augmentée, la chirurgie assistée par connectée. Et donc on doit absolument aller dans ce sens. Alors évidemment, le gouvernement a mis dans les grands défis pour 2030 la robotique chirurgicale et les blocs du futur. L'Académie nationale de chirurgie, en ayant créé, avec l'aide du SGPI, l'Observatoire national pour l'accès précoce aux innovations, bien sûr chirurgicales, sur les actes opératoires, fait partie du groupe de travail sur cette évolution. Comment doit-on imaginer ce que seront plutôt, parce qu'on parle plutôt du bloc du futur, mais ce seront les blocs du futur, aussi bien les maxi-unités que les micro-unités et les office surgery qui vont devoir forcément se développer avec les actes opératoires interventionnels dans tous les domaines. Voilà, et bien sûr, ne pas oublier que la chirurgie et les actes opératoires se font également dans un contexte de biomarqueurs, de recherche en biologie moléculaire, avec des activateurs de différents types. Il est évident qu'on ne peut pas oublier qu'on est dans un domaine de la recherche scientifique fondamentale et appliquée qui va largement casser les frontières de l'acte opératoire pour faire apparaître, par exemple, l'importance de la médecine régénérative tissulaire, cellulaire, autologue, hétérologue, dans lequel la cicatrisation, par exemple, et la reconstitution des tissus seront à la première place de l'objectif qu'on veut faire. Une arthrose du genou, aujourd'hui, est-ce que c'est obligatoirement une prothèse totale de genou? Est-ce que c'est pas plutôt un médicament, un suivi sur la régénération du cartilage? Voilà, c'est un peu sur ces pistes qu'on ne peut pas ignorer que les chirurgiens, les opérateurs sont au sein d'un écosystème global qui dépasse l'écosystème chirurgical, qui est l'écosystème de santé. Merci. Merci beaucoup, Albert-Claude Benamou.